Au terme de ce procès, regardons ensemble si la preuve présentée par le procureur est à la hauteur des accusations portées contre l'accusé. Cette analyse nous amènera à la conclusion que, contrairement à ce que soutient le bureau du procureur, l'existence même des crimes poursuivis n'a pas été prouvée au-delà de tout doute raisonnable. Au cœur de cette affaire, le procureur se devait de rapporter la preuve de la présence d'enfants soldats âgés de moins de 15 ans dans les FPLC. Pour faire cette démonstration, le procureur a fait citer devant votre chambre 9 témoins que nous pourrions appeler témoins clés. Ils ont été présentés comme d'anciens enfants soldats enlevés de force à l'âge de 10 à 14 ans, alors qu'ils étaient à l'école, soumis à une formation militaire d'une dureté exceptionnelle et envoyés sur le front des combats. A priori, il n'y avait absolument pas de meilleure preuve pour établir la matérialité du crime. Or, aussi incroyable que ça puisse paraître, il fut démontré que tous ces individus, présentés comme d'anciens enfants soldats, sans exception, ont menti devant cette chambre. 8 n'ont jamais été militaires dans les FPLC. Le 9e, effectivement enrôlé en 2003, n'a pas cessé de mentir sur son âge réel et les circonstances de son enrôlement. Tous ont menti sur leur âge. Le procureur prétendait faire la preuve d'un enrôlement massif d'enfants soldats dans les FPLC. Le procès fait plutôt la preuve de la présence massive de faux témoins parmi les témoins du procureur. Face à une telle situation, on peut légitimement se demander « Mais pourquoi tous les individus présentés comme d'anciens enfants soldats sans exception auraient-ils menti devant la cour ?» On peut bien sûr imaginer que dans un contexte post-conflit armé, certaines personnes pourraient être séduites par la perspective d'être totalement prises en charge sur le plan financier, scolarisées, voire même relocalisées par une institution telle que la Cour pénale internationale. Une telle perspective peut expliquer en partie l'intérêt que pourraient avoir certains individus à mentir devant cette cour. Mais cela n'explique cependant pas pourquoi l'intégralité des témoins présentés comme d'anciens enfants soldats ont menti devant cette chambre. La Chambre sait que, peu à peu, à mesure que les faux témoins ont succédé aux faux témoins, la défense a acquis la conviction que derrière ces faux témoins, il y avait des individus protégés par l'anonymat qui organisaient l'élaboration de faux témoignages. Aucun acte, aucune parole ne peut être imputée à Thomas Lubanga qui puisse faire de lui le responsable des crimes dont on l'accuse. Au contraire, par ses actes et par ses paroles, il n'a pas cessé de tenter de faire obstacle à la commission des crimes dont on l'accuse. Cela a été prouvé par toutes les formes de la preuve judiciaire. On ne peut pas condamner celui qui n'a pas cessé de dire non à l'enrôlement des enfants.
On ne peut pas condamner celui qui, chaque fois qu'il en a eu le pouvoir, a pris des mesures pour donner son effectivité à cette interdiction. Ce serait aller contre les faits et contre le droit. Et c'est pourquoi, Monsieur le Président, Madame, Monsieur les juges, nous vous demandons avec confiance d'acquitter M. Thomas Lubanga. Je vous remercie. Monsieur le Président, Madame et Messieurs les juges, si je prends la parole à ce stade du procès, ce n'est pas pour me livrer à une quelconque démonstration et encore moins à une plaidoirie du reste superflu après les analyses conclusives et la synthèse orale de mes conseils. Je voudrais juste exprimer le sentiment que je ressens au terme de ce procès. Tout au long de la procédure devant cette auguste cour, il m'a été impossible de me reconnaître dans les faits criminels injustement m'imputés et dans les intentions qui m'ont été prêtées. C'est vrai, en revanche, ce qui s'est passé dans le contexte tragique de l'Ituri de septembre 2002 en juin 2003, c'est que j'ai assumé, avec le concours d'autres concitoyens, des responsabilités. Je le fais juste dans le but de lutter contre l'inhumanité dévastatrice dont souffraient à cette époque toutes les communautés congolaises de l'Ituri. Je le fais dans le simple but de tenter de sauver ce qu'il y a de plus cher à tout homme, la vie. Et je le fais dans un souci de réconciliation. J'ai accepté cette responsabilité et je l'ai assumée en ayant au cœur les convictions et les valeurs nobles qui m'ont été inculquées tout au long de mon éducation, socle de ma personnalité. Ce sont ces convictions et ces valeurs qui m'ont toujours guidé dans toutes les actions que moi je menais en cette période et particulièrement dans les actions que je menais contre les recrutements des mineurs. Aujourd'hui, je me remets à la sagesse de votre auguste cour. Je vous prie de bien vouloir, Monsieur le Président, savoir que tout au long des moments terribles que nous avons vécus en Ituri, durant les années 2002 et 2003, je n'ai jamais eu le sentiment de manquer à ces valeurs. Je vous remercie.